Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Underscore, Micode pour ceux qui connaissent, qui s'appelle « Pourquoi le no-code est un piège pour les startups ?» Alors moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis développeur et 4 ans que je mets en avant le no-code sur les réseaux et je suis très impatient de voir avec vous ce qui a été dit dans cette vidéo et je pense débunker certains éléments parce que je trouve que le parti pris par rapport au titre est assez étonnant. C'est parti. Vous avez sûrement déjà entendu parler du no-code, cette promesse révolutionnaire qui permettrait de créer n'importe quelle application sans écrire une seule ligne de code. Idée séduisante, sauf que derrière les belles promesses marketing se cache une réalité bien plus complexe. Notre invité Arthur, après un an de galère, a dû recoder son appli de zéro. Et c'est loin d'être le seul. On a reçu des dizaines de témoignages d'entrepreneurs qui s'en sont mordus les doigts. De la start-up qui a gaspillé 45 000 € de subventions dans une application inutilisable, au développeur qui a vu son projet exploser à cause d'un simple clic mal placé. Alors, là, il nous parle d'une startup qui a dépensé 45 000 € sur une application qui était inutilisable. Alors, ce problème, oui, tu peux le rencontrer dans le no-code, mais des cas où il y a des applications qui ont été codées, des sites qui ont été codés et qui ont rencontré exactement le même problème, j'en connais énormément. Donc, c'est pas juste un problème de no-code, c'est peut-être un problème de mauvais choix de prestataires, de mauvais choix de stack. Donc, déjà, c'est pas un problème qui est uniquement lié au no-code, c'est un problème qui est lié de manière générale à la tech. Après coup, ils auraient tous aimé avoir été mis en garde plus tôt sur les 5 problèmes cachés des outils no-code, ceux dont les landing pages ne parlent jamais. Que déjà, tu serais d'accord de nous faire un petit état des lieux de ça veut dire quoi le no-code ? Et c'est quoi un peu les catégories de no-code avec peut-être des exemples ? L'idée, c'était de se dire de un peu démocratiser la création d'applications, de sites web, etc. pour des gens qui n'ont pas forcément un bagage technique très complexe ou même pas du tout de bagage technique, quoi. C'est un peu la promesse de base. Et aujourd'hui, on a quand même des outils pour faire un peu tout en type d'app. On va avoir des outils qui vont être très front, site web, du Webflow, même du WordPress. On va dire aujourd'hui, c'est un outil no-code, quoi. Donc tout ça, ça permet de décrire de l'interface en fait. C'est ça, on va pouvoir aller créer une interface utilisateur sans avoir à rentrer dans du HTML, du CSS. Typiquement, si on part sur du Softr, qui est un outil qui permet de créer plus, on va dire, des web apps, des applications. Ça va permettre de, en un clic, créer toute la partie login, création de compte, etc. Alors pour l'instant jusque là je suis d'accord avec ce monsieur qui m'a l'air très sympathique. C'est que oui, les outils no-code servent simplement à simplifier la création d'applications web et d'applications mobiles ou encore de landing page ou encore de sites e-commerce et ça c'est vraiment la promesse du no-code. Ok, donc si on prend un tout petit exemple, là moi j'ai une idée, j'ai envie de créer une application, un site de rencontre pour chiens. Ouais. La partie interface, donc le côté le Tinder, on swipe à gauche, à droite, etc. Ce serait plutôt côté Softr. Exactement. Mais à la fin, la base de données qui décrit l'ensemble de mes utilisateurs, le score qu'ils ont, leurs messages, etc. Il y a un endroit où ça doit être stocké. Mm-hmm. Et ça doit être justement dans un Airtable, par exemple. Par exemple, Airtable. Airtable, c'est un exemple. Ça veut dire que c'est pas forcément l'outil qui est le plus adapté pour ce que vous voulez faire. Et Softr, pour l'exemple qu'il vient de donner, donc la création d'une application de rencontre, Softr, pour moi, je suis désolé, mais c'est pas un outil qui est super adapté. Softr, ça va plutôt être pour des applications web assez simples. Mais pour une application mobile de rencontre, type Tinder, j'utiliserais plutôt un outil comme Flutterflow. Et en back-end, je trouve que Airtable, encore une fois, c'est pas forcément adapté pour une application de ce genre. Ok. Toi, justement, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui sont séduits par l'idée du no-code de base, c'est des gens peut-être qui ont un peu peur de la partie technique, du fait de devoir apprendre à coder. Ce qui est curieux, c'est que toi, à la base, t'es développeur. Ouais. Qu'est-ce qui te motive vers le no-code, en fait ? Alors là, franchement, je suis très impatient de connaître son avis parce que c'est un développeur. C'est comme moi, je suis développeur et j'ai quand même pris la décision de partir sur des outils no-code, low-code aujourd'hui parce que j'ai une agence de création d'applications mobiles et ça me fait gagner énormément de temps et il n'y a pas vraiment d'application que je n'ai jamais réussi à faire pour mes clients parce que, encore une fois, je suis développeur et quand vous connectez no-code et code, franchement, c'est un mix qui est exceptionnel. Et donc, je suis très impatient de savoir en fait pourquoi est-ce qu'il a rencontré des problèmes avec le no-code. J'arrive en école de commerce, donc je propose un projet entrepreneurial pour aller valider l'année, qui est en gros d'aller créer une application qui gère la logistique sur les événements équestres. Donc les profs me disent, ce serait bien d'aller tester le marché. Et donc de poser des questions à des organisateurs, etc. Donc j'appelle des anciens clients à moi que j'avais dans le milieu.
Et je dis, j'ai un super truc, il fonctionne super bien, je lui pitch le projet, c'est super, est-ce que ça te dit de le tester un jour? Et du coup, il me répond, ouais, c'est super, j'ai un événement ce week-end, donc j'ai besoin de la plateforme demain matin, c'est OK pour toi? Et du coup, je dis, ouais, carrément, pas de souci. Bon, le coup de bluff. Et là, je raccroche et je dis, pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'ai rien, en fait. J'ai strictement rien. Et donc, du coup, là, on réfléchit au temps que ça va prendre de créer une plateforme comme ça. On se dit, 2 mois en une nuit, ça passe pas. Et puis, c'était un peu le seul moyen que j'avais dans ma tête pour pouvoir sortir quelque chose. Et donc, la première des choses, c'était que ça permet quand même d'être beaucoup plus réactif et ça permet de sortir des projets beaucoup plus rapidement qu'en écrivant du code. Ouais, si t'as un prototype à faire en une nuit, c'est un choix pas bête, quoi. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, en 24 heures, qu'est-ce que tu arrives à faire? La plateforme sort. Alors bon, forcément, pas spécialement avec tout ce qu'on voudrait dedans, mais en tout cas, il y a déjà un premier projet, un premier rendu qui fonctionne et qui permet de faire l'événement dans l'idée dont on l'avait projeté au début pendant l'appel. On va pas devenir des experts hippiques en une soirée, mais dans les grandes lignes, en tant que développeur, c'est quoi l'appli que tu avais en tête, en fait? Il fallait faire quoi techniquement? En gros, le gros problème qu'on avait actuellement, c'est que le fichier qui sortait de la fédération, c'est un Excel qui était très illisible. Et on essayait de remettre un peu en couleur cet Excel et de l'afficher un peu partout pour que les gens comprennent. Et surtout, on ne pouvait pas le modifier en allant, parce qu'à partir du moment où c'est imprimé sur une feuille de papier et placardé, le seul moyen, c'est de réimprimer et replacarder. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir prendre la donnée, la retransformer et pouvoir la servir proprement au client pour pas qu'il passe des heures à aller chercher partout sur les murs et sur les panneaux publicitaires qu'on pouvait mettre. Moi, de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, quand on n'y connaît rien aux chevaux, c'est que globalement, c'est comme si c'était un immense mariage, sauf que c'est des chevaux. Le but, c'est faire un immense plan de table. Et donc, du coup, c'est un bordel. C'est exactement ça, avec plein de règles qui sont propres aux chevaux, même sur des besoins sanitaires, etc. T'as une première version, un proof of concept, comme on dit. Et alors, qu'a donné ton premier client? Est-ce que c'était un fiasco ou est-ce que ça a marché un peu? C'était pas tant un fiasco parce que du coup, il a signé tout de suite dernière et on a fait toute la saison chez lui. Il a fallu un peu retravailler quand même au fil du temps. Mais non, ça s'est bien passé. Et aussi, ce qui était pratique dans le no-code, c'est que du coup, je suis allé sur place pendant ce week-end-là. Et dès que je voyais quelque chose qui ne fonctionnait pas, je sors l'ordinateur, je fais 3 clics de configuration, j'appuie sur publier et c'est bon, le site est en ligne dans la version dont en fait c'est plus pratique. Ouais. Donc j'ai pu modifier au fil de l'eau la plateforme pendant le week-end. Et du coup, toi, tu as dû faire des choix sur des outils de no-code. Tu as quand même une galaxie d'outils différents, pas forcément de standard. Exactement. Regardez, on va faire une petite pause. C'est que effectivement sur le marché, il y a énormément d'outils no-code. C'est exactement pareil que les langages dans le code. Vous avez énormément de langages de programmation. Et du coup, encore une fois, c'est très important quand vous lancez un projet de savoir quel outil sera le plus adapté à votre projet. Ok ? Et c'est exactement pareil pour le code. Quel est le code qui sera le plus adapté pour mon projet? Il y a des langages de programmation qui sont plus adaptés pour des applications web, des langages plus adaptés pour les applications mobiles et des langages qui sont plus adaptés par exemple pour les jeux vidéo. Donc selon le projet que l'on a, on va pas forcément choisir donc pour le code le même langage de programmation ou pour le no-code la même stack, donc le même outil. Il faut vraiment choisir ce qui est le plus adapté à ce que l'on souhaite mettre en place et ça se réfléchit avant la création du projet, pas pendant et pas une fois que c'est la merde et on se dit waouh putain on s'est trompé. Non, il faut choisir le bon outil. Après je sais pas si ce qui est arrivé à ce monsieur, on va voir ça juste après. Qui sont clairement au-dessus du lot sur les 3 grandes catégories qu'on a données. Comment tu as fait ton choix? À l'époque, j'utilise déjà Airtable pour d'autres projets parce que c'est plus pratique qu'Excel. Donc je connais Airtable. Et Software est l'une des premières solutions qui vient vraiment faciliter la connexion avec une base de données et ils avaient que Airtable de disponible en base de données. Donc en fait le choix était assez simple. Ok, donc là il nous dit que par rapport à son projet, il a utilisé donc Software et ce qui est très intéressant c'est que Software ne proposait que Airtable. Donc déjà, il est limité en termes de choix. Il aurait très bien pu choisir un autre back-end qui est plus adapté pour son projet, mais il a choisi d'aller vers Airtable, tout simplement parce que Software ne proposait que Airtable en tant que base de données. Donc, déjà, le premier problème que je vois, c'est qu'il a tout de suite sauté sur Software, alors qu'il y avait peut-être des outils qui étaient plus adaptés sur le marché.
Combien de temps tu as tes premiers problèmes avec cette stack initiale? Très rapidement, parce que la semaine d'après, je finis la préparation de l'événement, etc. Tout se passe bien. L'organisateur m'appelle, me dit on a un problème. Il y a une tempête cette nuit. Il y a toute une partie des tentes qui étaient installées qui se sont envolées et qui donc du coup sont détruites. Et donc du coup il faut changer tout le plan. Mais les gens sont déjà sur la route, donc du coup il faut trouver un moyen de les alerter facilement qu'en fait on va changer le plan, mais qu'il n'est pas encore à jour parce qu'il faut déjà qu'on travaille dessus. Donc il a fallu commencer à envoyer des informations aux gens sur les pages, mais en ciblant, parce que toutes les tentes n'étaient pas détruites. Donc il a fallu commencer à avoir des règles. Envoyer un mail sur une partie de la base de données. C'est ça. Et donc il a fallu commencer à mettre des filtres un petit peu plus sympas. Et on se dit, c'est facile, on va faire des... Ah oui, mais en fait non, parce que cette base-là, elle n'est pas connectée à celle-là, donc j'ai pas ça. Et puis en fait, on se rend compte que il faut passer par un circuit de logique et de workflow qui des fois est très compliqué pour une chose qui à la base paraît très simple. Et effectivement, tu dis ça à un développeur, il te dit c'est une requête SQL. Exactement. C'est très simple. Mais en fait, c'est pas si évident sur une base de données no-code du tout. Non, et puis même aujourd'hui, je pense qu'ils ont vraiment amélioré les performances, donc ce serait possible. Mais vu qu'il y a plein de liens entre nos tables, et quand on commence à avoir beaucoup de liens entre beaucoup de tables, le temps pour aller chercher la donnée est extrêmement long. Parce que du coup, ils processent énormément, et donc du coup, on se retrouve avec des décalages où même pour l'utilisateur, c'est pas du tout agréable à utiliser. Premier bon exemple. Il y a un deuxième sujet, c'est, si j'ai bien compris, le nombre d'utilisateurs aussi. Complètement. Le système fonctionne, donc je commence à en parler un peu plus, et donc on trouve d'autres clients, et on commence à grossir un peu. Et en fait, Software met une limite sur le nombre d'utilisateurs. Et donc, plus il y a d'utilisateurs, plus il faut payer cher. Pareil sur Airtable, et en plus de ça, Airtable a une limite de champs dans la base. Ou alors sinon, après, il faut prendre des plans chez Airtable qui coûtent très très cher. Et donc, du coup, la seule astuce, c'était de dupliquer les bases pour avoir une base par événement. Pour jamais. Alors déjà là je vois un très gros problème, c'est qu'encore une fois là il est dans son projet, il a le nez dedans et il se rend compte pendant le développement de son projet que l'outil no-code a certaines limites par rapport au nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que plus il y aura d'utilisateurs, plus tu vas devoir payer. Mais ça normalement tu le vérifies avant le début de ton projet. Quand tu débutes ton projet, tu regardes déjà, tu imagines un peu ce qui va se passer par la suite. Quand on sera à l'étape de scaling, etc., est-ce que l'outil sera toujours adapté pour ce que l'on va faire? Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une dette technique. Une dette technique, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, vous allez parfois utiliser soit le mauvais outil, soit le mauvais langage de programmation, alors vous avez mal codé votre outil, votre projet, et du coup, vous allez devoir rattraper ce retard. Et malheureusement, là, lui, de ce que j'ai pu voir au début de la vidéo, il a dû recommencer tout son projet parce que forcément, oui, il a une dette technique, mais ça, c'est dû au fait qu'il a choisi le mauvais outil no-code. Si, avant le projet, il avait vu que à partir de tant de users, il va falloir payer et que si ils sont dans l'étape de scaling, ça va leur coûter très cher, le choix de l'outil no-code ne se serait pas porté sur Software, il aurait forcément fait des recherches sur d'autres outils no-code. Donc là, encore une fois, depuis le début, ce que je vois, c'est que c'est que un problème de choix de stack. Mais on va continuer pour voir un peu ce qu'il nous raconte. Jamais dépasser cette limite. Mais donc, du coup, une base par événement, vu que Software connecte une page à une base, ça veut dire que pour chaque événement, il fallait dupliquer toutes les pages et reconfigurer toutes les pages. Donc, ça veut dire que, en fait, rapidement, le lundi et le mardi, c'est que de la configuration de pages et c'est de la même configuration de pages que la semaine d'avant et la semaine d'avant et la semaine d'avant. Le truc est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle il faut payer plus cher, c'est que l'alternative est chiante. Exactement. C'est quoi comme ordre de grandeur? C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose qui a un coût, mais qui, toi, est rentabilisé par tout l'argent que tu gagnes, et du coup, ça a du sens? Rapidement, en fait, il y a un problème sur les événements, c'est que même si on va vendre, par exemple, la solution 500 € hors taxe sur un événement, on se dit, OK, c'est bien. Mais les événements, ça demande du monde. Et les organisateurs, ils doivent tous se connecter. Ils veulent pas forcément utiliser le même compte parce qu'ils vont prendre des prestataires extérieurs qui vont pas être là tous les week-ends. Donc, il faut quand même un minimum de sécurité. Et Airtable va prendre 20 € par utilisateur en plus. Donc déjà, s'il y a 5 utilisateurs qui arrivent, on a déjà 100 € hors taxe juste pour que les gens se connectent au back-office Airtable. Et forcément, il y a toujours un peu plus de monde. Donc on va déjà avoir la moitié de la licence qui va partir en coût Airtable. Et pareil pour Software, où on va rapidement arriver sur du 300-400 € de coût de licence pour pouvoir faire tourner l'application correctement. Et donc du coup, en fait, le modèle fait que si on veut plus de clients, le back-office commence à coûter très très cher à faire tourner. À un point où ça... Alors c'est très intéressant, parce qu'il nous dit que en fait, le back-office leur coûte de plus en plus cher quand ils ont de plus en plus d'utilisateurs. Bon, déjà ça c'est logique,
Mais ce qu'ils nous racontent, en fait, c'est que ça devient très très cher. Mais ce problème, je ne le rencontre pas que dans le no-code, je le rencontre aussi dans le code. Imaginons demain, je crée un réseau social. Donc dans ce réseau social, on aura des utilisateurs qui vont rentrer leurs données, donc prénom, nom, et qui vont éventuellement donc mettre des posts avec donc des images et des vidéos. Si j'utilise Firebase en back-end, donc la base de données Firebase pour ceux qui connaissent, en fait ça va vite me coûter cher en stockage et aussi en bande passante. Donc à chaque fois que des personnes vont regarder des vidéos sur ce réseau social, ça va commencer à coûter très cher en back-office parce que Firebase ça peut très vite coûter cher. Donc la solution, c'est de chercher une alternative, comme par exemple BunnyCDN, qui est 10 fois moins cher, par exemple en bande passante. Donc encore une fois, le problème, c'est juste par rapport au choix de l'outil no-code. Peut-être qu'une alternative, ça aurait été Bubble ou encore un autre outil no-code. Dans le marché, il y a énormément d'outils, il faut simplement faire le bon choix. Plus rentable carrément, à un point où ça s'est stabilisé, où globalement la licence payait les licences software et Airtable. Donc du coup c'était opération zéro sur le week-end. C'est ça que tu gagnes sur l'événement est entièrement dépensé pratiquement sur la fin de l'année. 95% des charges de la société c'était les outils no-code. Ah ouais. C'est quand même... Donc pratiquement tout part dedans quoi. Attends, parce qu'il faut préciser que 95% du coût partait dans les outils no-code, alors que tu faisais tes filouteries de dupliquer toutes les bases et on faisait déjà ça, trop cher. On faisait déjà ça. Donc ça veut dire que si tu faisais pas ça, tu étais en déficit? Ah complètement. Pour se donner un ordre d'idée, sur une année, ça représente quoi comme coût, tu vois, au total? Sur cette année-là, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y avait à peu près 28 000 euros qui sont partis que dans des licences. 28 000 balles de licence no-code. Ça couvre un peu 28 000 euros en licence no-code, c'est énorme, ça ne m'est jamais arrivé alors que j'ai eu des projets avec une très grosse ampleur et c'est marrant que certains rencontrent ce problème et d'autres ne le rencontrent pas. Et encore une fois, c'est pareil qu'avec le code. Dans le monde du code, dans le monde du développement web ou encore développement mobile, vous avez exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que si vous utilisez la mauvaise stack, si vous avez un mauvais code qui n'est pas optimisé, forcément vous allez rencontrer ce genre de problème de coûts extrêmement élevés. Le premier sujet qui est celui du prix, qui est non négligeable, je pense. Il y a un autre point. Le no-code peut coûter cher. Voilà. Cette phrase, tu peux également le dire pour le code. Le code peut coûter cher. Donc, c'est un peu bizarre, je trouve. Qui pêche, c'est la possibilité de travailler à plusieurs. Et toi, donc, notamment, tu es tout seul. Mais Mathieu, tu as pu recueillir d'autres témoignages où, pour le coup, c'était une vraie douleur, quoi. Complètement. On m'a notamment raconté une histoire qui s'est passée lors de la création d'une application de mise en relation et de prise de rendez-vous. Pas du tout une application de rencontre, mais plus une application business, avec exactement la même stack que toi, Arthur. Donc c'était Airtable. Tiens, comme c'est bizarre. La personne a utilisé la même stack technique et a rencontré exactement les mêmes problèmes. Alors je suis désolé les gars, c'est pas du tout sérieux en termes d'arguments. Je trouve que la vidéo n'est vraiment pas sérieuse, que le parti est beaucoup trop peu, donc je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je trouve que cette vidéo n'est pas du tout nuancée. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été d'avoir justement ce monsieur et d'avoir une autre personne, un autre individu qui n'a pas eu de problème avec le no-code et au contraire qui a été un avantage exceptionnel. Et là, on aurait pu avoir un débat qui est extrêmement intéressant, mais je trouve que les trois qui sont présents dans cette pièce ont un parti pris par rapport au no-code et personne ne soulève dans cette vidéo en fait que le problème vient justement de la stack technique. Donc je vais pas aller plus loin, ça sert à rien de perdre du temps sur cet élément là, mais je trouve ça vraiment dommage en fait d'avoir une conclusion avec des arguments qui ne sont pas vraiment fondés et qui ne sont surtout pas du tout nuancés. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format. Si c'est le cas, je referai plus de vidéos comme ça. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner. Et moi d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao.